vous êtes à l'origine du concept de bilan carbone. Vous avez souvent mis en avant le besoin de faire preuve de beaucoup de sobriété, mais on ne pourra pas tout régler par la sobriété. Comment est-ce que vous voyez, vous, les bons moyens pour essayer de décarboner nos systèmes énergétiques et surtout de faire une vraie transition énergétique, c'est-à-dire de substituer des énergies décarbonées à celles qui existaient déjà jusqu'à présent et qu'on a continué d'accumuler au fil du temps? Alors je vais vous ramasser les copies. Je vais vous répondre avec pas une pirouette, mais commencer par une citation. On prête à Einstein cette formule qui est: si j'ai 1 heure pour résoudre un problème, je commence par utiliser 55 minutes pour bien le décrire, et ensuite les 5 minutes qui restent, j'essaye de le résoudre. Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne cette affaire de décarbonation, et je vais m'inscrire un tout petit peu en faux avec ce qu'a dit une partie de mon voisin, mais sinon c'est pas drôle, je pense que le problème n'est pas extrêmement bien posé. Aujourd'hui, une des questions, par exemple, sur lesquelles on débat trop peu, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est enquiquiné à passer des énergies renouvelables qui étaient notre quotidien il y a 2 siècles aux énergies fossiles qui sont notre quotidien d'aujourd'hui, si en fait on peut avoir tout le monde moderne sans énergie fossile. Bon. Alors je sais qu'ici c'est une question un peu provoque, mais je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, c'est très difficile de répondre à celle que vous me posez, et c'est très difficile de savoir quelles sont les contreparties vraisemblablement inexorables qu'il faudra qu'on accepte dans ce, entre guillemets, retour, puisque c'est un retour, aux énergies renouvelables, modulo un peu de nucléaire qu'on arrivera à faire ici et là. Je pense que cette question-là aujourd'hui est très insuffisamment travaillée. Et quand on regarde, c'est ce qu'on essaye de décrire dans Le Monde sans fin, ce que les énergies fossiles ont amené, ça n'a pas juste amené une forme différente de centrale électrique. Personnellement, je pense que ça a également amené une modification profonde de la structure de l'emploi, la tertiarisation de l'emploi. Ça a amené historiquement une augmentation de l'espérance de vie. Ça a amené historiquement une égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. Ça a amené historiquement une augmentation du pouvoir d'achat. Donc les 75% de Français qui disent la transition énergétique va faire du mal à notre pouvoir d'achat, ils ne sont pas si idiots que ça. Je pense qu'ils ont parfaitement compris. Ça a amené historiquement la mondialisation. La mondialisation, c'est des camions et des bateaux, ça fonctionne au pétrole. Et demain matin, on ne fera pas avancer des bateaux de 300 000 tonnes à la voile. Le plus gros cargo à la voile, on sait que c'est des clients à nous, hein. On est ravis d'avoir comme clients. Le cargo à voile de Toth, il fait 1000 tonnes de fret, enfin 1000 tonnes de port. Un bateau de la marine marchande moderne, il en fait 300 000. Bon. On ne va pas le passer à la voile. Etc., etc. Donc en fait, quand on se rend compte de ce que ça nous a amené, les communications abondantes, aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer un ordinateur sans chimie organique, par exemple. Il faut rappeler que le pétrole, ça nous a aussi amené la chimie organique. Un tiers du pétrole qu'on extrait n'est pas brûlé, hein. C'est du bitume, c'est des huiles, c'est des cires, c'est du plastique, etc. On ne sait pas fabriquer, toujours pour être un peu provoque dans cette salle, aujourd'hui, une éolienne ou un panneau solaire sans chimie organique. On ne sait pas faire ça. Donc, aujourd'hui, on est dans un système dans lequel il faut voir que ces combustibles fossiles ont profondément transformé la face du monde, à tout point de vue, et ce n'est pas juste une affaire d'aspect de centrale électrique. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat sur la décarbonation, il est très mal emmanché à cause de ça, parce qu'on se limite à un arbitrage technique sur la production électrique. Ce n'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste un constat, hein, à ce stade. Hein. Et il y a un autre problème sur, vous avez dit, on ne voit pas l'approvisionnement énergétique, ces contraintes à l'amont. Alors ça, c'est lié à un truc que vous avez tous appris à l'école, cette petite règle d'économie qui veut que plus il y en a, moins c'est cher, et moins il y en a, plus c'est cher. Alors ça, je vais essayer de vous expliquer en 30 secondes pourquoi ça marche très bien avec les sacs à main et ça ne marche pas avec le pétrole. Si vous avez une production de sacs à main qui baisse dans le monde, moins de sacs à main ne change pas fondamentalement la productivité du travail. Donc l'économie reste aussi productive, elle produit globalement autant ou moins les sacs à main. Du coup, le pouvoir d'achat, puisque notre pouvoir d'achat, c'est rien d'autre que la production redistribuée, hein, ça c'est de la macroéconomie de base, somme des revenus, c'est la somme c'est la valeur totale de ce qui est produit. Eh bien, on se retrouve avec le même pouvoir d'achat et moins de sacs à main. Alors à ce moment, effectivement, le prix du sac à main monte. Mais le pétrole ne marche pas comme ça. Du reste, aucune commodité essentielle au fonctionnement de l'économie. Si vous vous retrouvez dans un monde dans lequel vous avez moins de pétrole, rapidement, vous avez rapidement moins de transport, notamment de camions et de bateaux. Du coup, vous avez moins de PIB, ou moins vite plus de PIB, ce qui est pareil. Et du coup, vous tapez sur le pouvoir d'achat des gens, et donc vous vous retrouvez avec moins de pétrole dans un monde dans lequel la solvabilité du consommateur a changé.
Est-ce que le prix d'équilibre nouveau du pétrole sera au-dessus ou en dessous? Personne n'en sait rien. Et du reste, quand vous regardez les projections de prix du pétrole faites par l'Agence internationale de l'énergie sur les 25 dernières années, ils passent leur temps à se tromper, précisément parce que c'est basé sur une élasticité qui n'existe pas, parce que le pétrole est une commodité essentielle à l'économie. Donc on ne verra pas arriver la fin d'un pétrole dont on aurait toujours besoin par une hausse indéfinie des prix de marché. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On le verra arriver, et c'est déjà comme ça que c'est en train de se passer dans un certain nombre de pays, par une baisse du PIB ou une moindre hausse de la croissance. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on a là aussi un gros malentendu dans le débat économique, qui est qu'on attend, tel le guetteur dans le désert des Tartares, là, un signal qui n'arrive pas, parce qu'il ne va pas arriver de la façon dont on pense qu'il va arriver. Voilà, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Merci, mais effectivement, c'était aussi le sens de la question. Donc, comment fait-on face à ça? Parce que basculer vers autre chose, si on est convaincu de la nécessité de réduire les émissions de CO2 au-delà de la sobriété, c'est pas naturellement lié à parce que ça on le voit venir. Parce que ça on le voit venir par des signaux pour lesquels pour le coup il n'y a pas de problème sur l'attribution des causes. C'est-à-dire que le changement climatique, on cherche pas d'abord à en faire un sujet économique au niveau des conséquences, on cherche d'abord à en faire un sujet physico-biologique. Donc on mesure des hausses de température, des précipitations, etc. Des modifications de zones endémiques de maladies, etc. Et avant de parler d'euros, voilà. Mais pour l'énergie, on n'arrive pas, dans le débat énergétique, à parler d'abord de grandeur physique, alors que l'énergie est une grandeur physique. Très très souvent, on va arriver directement au débat économique, qui est à mon avis une très mauvaise manière de rentrer dans le débat. C'est un élément important du débat, notamment pour passer à l'action, mais c'est une très mauvaise manière de rentrer dans le débat.